Passionné de jeux, de sport et d'actualité, Jean-François Barry. Le gars le plus curieux à la radio. J'aime beaucoup mes chroniqueurs du côté économique cet été, mais là, j'ai la chance aujourd'hui de parler avec Michel Girard, que vous connaissez bien, chroniqueur économique au Journal de Montréal. Bonjour, M. Girard. Salut, ça va? Ça va bien, merci de prendre la balle au bon aujourd'hui. On a plusieurs sujets à discuter ensemble et entre autres, cette fameuse annonce du gouvernement qui remet de l'argent, encore une fois, dans la A220, donc la fameuse C-Series là, qui, on dirait, ne veut pas décoller. Puis à un moment donné, votre calcul à vous, c'est que ça commence à faire, tu sais, la raison de dire oui, mais ça crée de l'emploi, à un moment donné, ça fait cher l'emploi. Là. Ben c'est ça. Alors, ce qui arrive, c'est que c'est comme un puits sans fond, là. Tu sais, on a commencé en 2015 sous l'ancien gouvernement de Philippe Couillard, le gouvernement libéral. On a injecté 1,3 milliard de dollars pour le développement de la C-Series. Et puis finalement, on sait que ça a floppé, c'est-à-dire le développement s'est poursuivi, mais Bombardier s'est tellement surendetté avec ce projet-là, ce programme-là, qu'il a été obligé finalement de le céder pour des peanuts à Airbus, la multinationale française, européenne, là, Airbus. Or, et là, en 2022, sous le gouvernement de François Legault, concernant justement le développement, là, la C-Series est devenue A220 là, sous Airbus. Ouais. Et puis là, les dirigeants sont allés voir le gouvernement Legault et ont dit, ben, écoutez, il faudrait qu'on réinvestisse davantage dans le fameux programme de l'A220 et ils ont réussi à arracher au gouvernement du Québec 380 millions en 2022. Puis là, 2 ans plus tard, ils se repointent le bout du nez puis ils disent on aurait besoin d'une autre injection de capital pour soutenir le fameux programme de l'A220. Alors là, on a rajouté un autre 413 millions. L'argument du gouvernement, c'est de dire, ben, écoutez, si on ne fait pas ça, notre part de 25 % dans la société, parce que le programme de l'A220 est sous le contrôle d'une société en commandite, là, la société en commandite Airbus Canada. Et alors là, on leur a dit, on est obligé de réinvestir. Donc, si vous voulez conserver votre part, vous allez être obligé de vous-même de réinvestir. Alors voilà pourquoi on a investi 413 millions, puis de son côté, Airbus a investi 3 fois plus. Là. Mais tu sais, il ne faut jamais perdre de vue qu'en bout de ligne, l'actionnaire majoritaire de l'A220, c'est quand même Airbus. Ouais. Alors, ce qui arrive, puis là, moi, j'ai fait un petit calcul, c'est parce qu'on est rendu à 2,1 milliards de dollars d'injectés dans la C-Series qui est devenue l'avion A220 d'Airbus. Ça équivaut à 600 000 $, Jean-François, 600 000 $ par emploi maintenu. Écoute, comment tu vas rentabiliser ça? 600 000 $. On peut bien croire qu'on trouve que l'avion est extraordinaire. Mais écoute, s'il est si extraordinaire que ça, pourquoi on n'en vend pas plus? Tu sais? Exact. Alors, exact. Fait que tout le dilemme est là. Et là, moi, je dis, bien évidemment, nous, les journalistes, on apprend toujours la nouvelle une fois que la décision est prise. Alors là, mais là, je dis, j'espère que c'est assez. Parce que, tu sais, moi, je ne serais pas surpris. Regarde bien ça, là, ce que je te dis, dans 2 ans, là, ou dans 1 an et demi, Airbus va revenir à la charge. On leur dit, il faudrait peut-être qu'on réinvestisse un autre milliard. Puis si vous voulez maintenir votre part à 25 %, bien, il faudrait que vous injectiez quelques centaines d'autres millions de... C'est parce que ça finit plus à un moment donné. La grande erreur de tout ce projet-là, c'est que j'ai rien, moi, contre le fait que le gouvernement investisse de l'argent dans des sociétés. Alors, remarque, c'est pas son rôle premier, là, lui, là. Bon, mais en tout cas, il l'a fait pendant une fois de temps en temps, il faut le faire. Puis quand ça se passe bien, on n'en parle pas toujours. On est content d'avoir créé de l'emploi, d'avoir gardé les compagnies chez nous, etc. Mais dans ce cas-ci, ça se passe mal. J'ai l'impression que c'est comme quand je vais au casino, que je mets 50, je vais rajouter un petit 25 pour me refaire. Je vais remettre un petit 25 pour me refaire. Ben c'est ça. À un moment donné, on le met jusqu'à quand, notre 25 pour se refaire, là? Ben voilà. Parce qu'à l'origine, ce qu'il aurait fallu plutôt faire, c'est prendre le même capital, mais obtenir en retour non pas le maintien des parts à 25 % dans la société en commandite, mais des actions de la compagnie mère d'Airbus. Puis là, j'ai fait un calcul. Si on avait fait ça, on ne perdrait pas d'argent.
Puis notre risque, ben, tu sais, alors tu as toujours un risque parce que quand tu investis en bourse, tu as toujours un risque, sauf que tu profites de l'ensemble de la multinationale Airbus dans ce cas-là et non pas seulement de ton projet parce que tu ne sais pas comment il va se terminer. Alors, si on avait fait ça, en tout cas, on aurait minimisé notre risque. Mais là, compte tenu qu'ils l'ont fait, qu'on a déjà injecté 2,1 milliards, j'ose croire que c'est terminé. Puis d'ailleurs, la prochaine fois, ce que je recommande au gouvernement Legault, alors remarque bien, il s'en fout, là, mais quand même. Alors, ce que je lui recommande, c'est que la prochaine fois qu'Airbus va se pointer le bout du nez pour nous têter un autre 100 millions, 200 ou 300 millions de dollars US, en passant, c'est toujours un dollar US, là, moi, je pense que le gouvernement devrait tout simplement dire, ben, écoute, on va passer notre taux, quitte à ce que notre part baisse. So what? Même si la barre, si ta part baisse à 10 si jamais Airbus, c'est-à-dire l'A220, devient un extraordinaire programme où on fait beaucoup d'argent, ben on aura 10 des parts. That's it, that's all, comprends-tu? Oui. Ils n'ont pas toujours continué à injecter de l'argent. C'est le gouvernement, c'est pas sa job à faire ça. Puis en plus, Airbus a fait faire des études, puis la société en commandite, puis le gouvernement du Québec, nous disant qu'en vertu de ces études-là, les retombées économiques sont extraordinaires. Des milliards et des milliards et des milliards. Bien, regarde bien, là, si on fait tant de milliards, pas besoin de réinvestir, on va juste profiter de nos retombées fiscales. Ouais. À 600 000 l'emploi, on devrait tout simplement donner 600 000 à chacun des employés. Ça serait pas mal plus simple, puis ces gens-là seraient très heureux. Vous venez de dire probablement de façon que le gouvernement s'en fout de ce que je pense. Ben moi, je pense pas. Visiblement, le gouvernement vous lit, puisque M. Fitzgibbon a répondu à votre dernière chronique là, sur X. Alors, c'est quoi cette chicane-là avec M. Fitzgibbon? Bon, j'ai fait. Bon, voici, c'est que ça touche la taxe scolaire. La première décision qu'a prise, grande décision qu'a prise le gouvernement Legault quand il a été élu en octobre 2018, c'est de faire une réforme de la taxe scolaire. Donc, il a baissé le taux de la taxe scolaire uniformément à travers la province, ce qui est en soi pas mauvais comme décision. Le X, quand il a fait ça, il a avantagé énormément tous les riches, mais les très riches qui détiennent des immenses cabanes, des maisons cossues. Exemple, à l'époque, là, il y avait des groupes, il y avait des multimilliardaires qui ont économisé sur leur cabane à peu près 120 000 par année de taxes scolaires. Et tabarouette. Oui, monsieur. Puis là, il y en a eu plusieurs, c'était 10 000, 20 000, 30 000. Et notamment François Legault. Bon, François Legault, lui, il économise à peu près, par rapport à l'ancienne taxation qui était en vigueur en 2018, il économise à peu près 2 000 $ par année, quand même. Puis, Éric Girard et mon ami Pierre Fitzgibbon, alors, eux, ils économisent autour de 3 500 $ par année, quand même, avec la réforme. Moi, j'ai fait une chronique, puis j'ai dit ça en laissant entendre que Legault, Fitzgibbon et Girard, le ministre des Finances, on faisait quand même partie des grands bénéficiaires de la baisse de taxes scolaires. Parce que ce qu'il faut savoir, Jean-François, c'est que la moyenne de la baisse que les gens ont bénéficié, la moyenne est de 376 $ par année. Ouais. Moi, je m'en suis pas rendu compte, personnellement, là, que ça avait baissé à ce point-là. Mais j'imagine quand tu as une grosse cabane, ben, ça paraît et ça va un peu à l'encontre. Présentement, on essaie, avec le CDC, entre autres, ces choses-là, on essaie de taxer les plus riches, justement. Fait que ça va un peu à l'encontre de la façon de penser dernièrement. Ben oui, alors Fitzgibbon qui en manque jamais une, donc, ben, au moins Émilie, je lui dois ça. Alors là, il fait une sortie sur X, sur Twitter, pour m'accuser de tous les torts et d'avoir, notamment en ce qui le concerne, il dit, écoutez, moi, là, j'ai juste un petit condo. Il dit, avant, en 2018, j'avais une grosse cabane, maintenant, j'ai juste un petit condo, puis là, si mes taxes ont baissé de 3 500 $, c'est parce que je n'ai plus qu'un petit condo à comparer à sa maison qu'il avait en 2018. Le hic, c'est que ce qu'il a omis de dire, c'était de dire qu'il s'était fait construire une petite maison, un petit chalet d'une valeur de 5,6 millions. Mais il doit y avoir des taxes scolaires là-dessus? Ben, c'est parce que ces taxes scolaires, tu vois, sont actuellement de 3 481 $. Donc, il économise par rapport à l'ancienne taxation à peu près 3 500 $. Mais n'écoutant que son courage, il est revenu à la charge pour dire,
Ouais, mais ça, je ne l'avais pas, moi, dans le temps, en 2018. Ben oui, c'est ce que j'ai écrit, M. Fitzgibbon. Alors, mais tu sais, ça change rien au fait que ce que le gouvernement aurait dû faire, parfait pour la baisse de la taxe scolaire, si la moyenne est de 376 $ par année, tout le monde égal, et puis après ça, tu peux, par différents mécanismes, faire en sorte que les riches qui ont des grosses cabanes payent leur part. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec cette baisse de taxe scolaire-là, le gouvernement, lui, parce que les taxes scolaires sont perçues par les centres de services scolaires, anciennement les commissions scolaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un manque à gagner. Oui, parce que la taxe scolaire a baissé. Alors, c'est le gouvernement qui compense, et à hauteur maintenant de 2 milliards par année, le manque à gagner attribuable au fait qu'il y a eu des grosses baisses de taxes scolaires. Alors, moi, je me dis, c'est pas compliqué. Alors, donc, c'est une mauvaise méthode. Changeons le système et faisons en sorte que les taxes scolaires soient payées en fonction de ton revenu et non pas en fonction des grosses cabanes. Alors, ce qui éviterait que des propriétaires de genre de domaine de 40 millions ou 10 millions ou je ne sais trop profitent de l'énorme baisse. Alors, ça devient inéquitable parce que tout le monde doit contribuer, n'est-ce pas? Tous les contribuables payent le manque à gagner de 2 milliards. Surtout dans l'état actuel de notre système d'éducation. Là. Je pense qu'on a besoin de financement. Puis là, dans le fond, ce qu'ils vous reprochent un peu, c'est que c'est comme si vous insinuiez qu'ils ont mis cette règle-là pour ces trois-là, pour se faire plaisir à eux. Alors que ce que vous dénoncez, c'est pas juste leurs 3 cabanes à eux autres, c'est tous les riches de la province, évidemment. Ben non, j'ai juste dit qu'eux, ils étaient parmi les grands bénéficiaires. Bien, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, mais alors voilà. C'est vrai. C'est ça. Bien, continuez de faire réagir, continuez de proposer des idées, puis de nous allumer aussi sur certaines façons dont on aurait pu faire les choses. Moi, j'adore vous lire, je le fais tous les jours. Donc, Michel Girard, un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir.